toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des acteurs de l'enseignement supérieur. Vous le savez, pour Campus Matin, je rencontre tous les mois ceux qui font l'actualité de l'enseignement supérieur d'aujourd'hui et de demain. Allez, aujourd'hui, on va lier deux thèmes qui me sont chers, l'enseignement supérieur, la géopolitique, et j'ai la chance d'avoir avec moi Alessia Lefébure. Alors, comment? Une carrière très riche, éclectique, très internationale. Je vais peut-être vous laisser dans un premier temps vous présenter. Bonjour Jean-François. Ben, je peux donner quelques éléments qui retracent mon parcours si c'est utile pour la suite de l'entretien. J'ai, à vrai dire, quand les gens emploient moins souvent le éclectique que le atypique, et en fait, je trouve que finalement, il n'y a rien de plus typique que quelqu'un qui a toujours été dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais c'est vrai que ça n'a pas été linéaire, ni d'un point de vue géographique, ni d'un point de vue disciplinaire. J'ai donc je suis moi-même un produit de la mondialisation de l'enseignement supérieur puisque j'ai effectué des études dans les années 90 à une époque où il n'était pas question d'internationalisation à domicile, mais où on faisait les premières mobilités Erasmus. Et donc j'ai eu la chance, je suis italienne, donc de faire mes études en Italie, en Angleterre et puis en France, ce qui était dans le monde de l'époque l'Europe. Et puis effectivement, je suis restée en France où j'ai effectué, disons, j'ai travaillé toujours souvent pour des établissements français. Et en fait, le fil conducteur de mes différentes expériences sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Je me suis occupée de beaucoup de choses dans l'administration des établissements d'enseignement supérieur, notamment à Sciences Po à Paris, qui est aussi mon alma mater. Mon fil conducteur a été sans doute l'interculturel au sens plus large qu'international, mais c'est-à-dire contribuer à chaque fois à des initiatives permettant l'ouverture, le dialogue, les transitions. Voilà, je me suis occupée du développement international de Sciences Po dans la région du monde où elle était la moins connue à l'époque, qui était l'Asie, le Pacifique, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et puis, je suis allée du côté des États-Unis pour comprendre comment les grandes universités de la Ivy League qui s'imposaient comme le modèle dominant dans l'Asie que j'avais connu pendant 10 ans avant, pouvaient fonctionner, pouvaient être une référence, pouvaient avoir une légitimité, une crédibilité, une robustesse académique tout en étant privées. Ça contrastait un peu avec les croyances que je m'étais forgées par ma formation en Europe occidentale, des pays marqués par le welfare state. Et voilà, je suis allée observer aux États-Unis, et non seulement je suis allée observer, mais j'y suis restée de nombreuses années parce que j'ai beaucoup aimé la gouvernance et l'organisation des universités américaines, même les privées. J'ai compris comment on pouvait combiner effectivement cela avec une très grande liberté académique et ainsi de suite, des thèmes sur lesquels on pourra revenir. Donc, en gros, mon parcours a été un parcours dans l'administration des établissements d'enseignement supérieur, mais j'ai fait finalement de mon terrain professionnel aussi mon objet d'étude, puisque j'ai décidé, au retour de mes années chinoises, j'ai vécu en Chine pendant plusieurs années, au début des années 2000. Au retour, j'ai décidé que j'avais besoin de comprendre ce que j'avais observé, ce que j'avais vécu, ce que j'avais pratiqué. Et je me suis décidée donc à faire un doctorat par le biais de la sociologie des organisations pour comprendre les transformations de l'enseignement supérieur chinois, puisque j'avais observé des choses qui me paraissaient très, disons, incompatibles, en tout cas contradictoires par rapport aux paradigmes occidentaux, enfin ce que j'appelle occidentaux, en tout cas ceux avec lesquels j'avais été élevée, à savoir qu'on ne pouvait pas combiner ouverture
et système autoritaire, modernisation et censure et répression. Enfin voilà, il y avait des choses qui tournaient par rond. Et donc, j'ai commencé un travail de thèse pour observer en particulier comment on formait les hauts fonctionnaires. Donc, je suis rentrée par le biais de la formation des élites et la formation des hauts fonctionnaires, en tout cas de la formation de ceux qui allaient ensuite rentrer dans un système de parti unique et qui se formaient finalement par des méthodes pédagogiques et des contenus complètement inspirés de l'Amérique libérale ou néolibérale. Et voilà. Et donc ça a été mon entrée. Donc j'ai toujours enseigné et fait un peu de recherche à côté de mes responsabilités managériales. Aujourd'hui, je dirige une grande école et au fond, cette combinaison m'a toujours garanti aussi une bonne compréhension du métier pour lequel je suis amenée ensuite à prendre des décisions du point de vue managérial. Et effectivement, je pense que c'est très important, quand on le peut, de concilier les trois aspects, les trois piliers, enseignement, recherche et expérience de managériale, de leadership, disons, dans la gouvernance d'un établissement. En deux mots, voilà, j'ai aussi une formation effectivement pluridisciplinaire par goût, par intérêt. J'ai fait des études de droit en Italie. C'est ma première formation. Je me destinais à devenir avocate en Italie. Et puis les mobilités internationales m'ont laissé entrevoir d'autres opportunités que j'ai toujours saisies. Ce qui fait qu'ensuite, effectivement, j'ai été à Sciences Po où j'ai étudié toutes les sciences sociales. L'entrée pour le travail de terrain en Chine a été la sociologie des organisations qui m'a semblé une entrée très pertinente plutôt que la science politique pour faire du terrain de façon, disons, plus simple par rapport à mes interlocuteurs. Voilà, et ensuite, je me retrouve aujourd'hui dans une école d'ingénieur agro, où je trouve les sciences du vivant et les transitions écologiques. Et j'ai fait un passage pendant quelques années à l'école de hautes études en santé publique, où je me suis intéressée aux questions de santé publique et de santé environnementale. Un beau parcours, si on prend le volet management, j'ai moins l'impression que le pilotage ou le management des institutions d'enseignement supérieur est devenu un exercice d'haute voltige. Est-ce que vous partagez mon point de vue? Bah, c'est devenu un exercice exigeant en tout cas, qui mobilise des compétences multiples pour plusieurs raisons. D'une part, bah, pour le contexte international, enfin les évolutions de l'enseignement supérieur international et d'autre part pour des raisons peut-être plus spécifiques que la situation française. Sur le plan international, je ne vous apprends rien, mais de fait, depuis les années 90, les destinées des établissements d'enseignement supérieur intéressent tout le monde. Ça n'intéresse pas que les corps enseignants ou les étudiants, comme ça pouvait être le cas autrefois. Donc, autrefois, un responsable d'établissement d'enseignement supérieur, un président d'université, bon voilà, il avait à se soucier plutôt de ce que les Américains appellent la communauté, mais disons les parties prenantes directes. Et puis, depuis les années 90, on a bien assisté, mais mondialement, au fait qu'on attend de ces universités une contribution à l'évolution et enfin au développement économique, à l'innovation, à la recherche. Toutes les parties prenantes de la société ont leur mot à dire sur le rôle que joue l'université ou en tout cas le système d'enseignement supérieur sur le développement de la société dans son ensemble. Donc ces attentes font qu'il y a beaucoup de pression sur les responsables des universités parce que au fond, la capacité d'attractivité des universités, son rayonnement national et international va être considéré comme un proxy pour la capacité du pays lui-même à attirer. Donc, ça crée quand même, ça met une pression de mesurer en fait sur le leadership des universités qui se trouvent souvent avec des moyens contraints et des règlements. Par exemple, je parle, mettons, les carrières des professeurs, enfin comment on recrute les talents qu'il faut pour faire un établissement compétitif mondialement. Et bien ça change d'un pays à l'autre. Et dans nos pays, par exemple, on est fortement contraint par l'organisation du système du service public, etc. Donc, en fait, pour toutes ces raisons, il y a des attentes
qui ne sont pas forcément en adéquation, en tout cas pas dans le même timing, par rapport aux ressources et aux leviers dont peut disposer une équipe managériale. Donc ça fait qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut développer des capacités aussi de communication qu'il n'y avait pas forcément à avoir autrefois, des capacités à communiquer avec une palette d'interlocuteurs très diverses, parce qu'il faut aujourd'hui travailler avec non seulement les autres établissements, mais avec les collectivités, les élus, la presse, les familles, etc. Et puis pour le cas français spécifique, bah, s'ajoute à cela une révision très profonde d'une organisation historique ancienne de plusieurs siècles, qui reposait sur cette distinction entre universités, grandes écoles et organismes de recherche séparés, où tout d'un coup, l'apparition au début des années 2000, 2003, des classements internationaux qui pointent, qui montrent, vous connaissez bien le sujet, Jean-François, mais qui pointent en fait cette aporie française dans le système, fait que aujourd'hui, s'ajoute à cette pression de la concurrence internationale une pression purement franco-française, qui est la course au rassemblement, aux grands ensembles qui doivent être visibles, qui doivent être territoriaux, qui doivent avoir une signature, qui doivent être organisés. Moi, parfois, ça me fait penser à ce film. Je pense qu'il devait être des années 80. J'oublie le nom, c'est un classique français sur les Chinois qui arrivent à Paris, où ces Chinois avaient la carte du monde, où ils se disaient en France on fait ça, en Allemagne on fait ça, en Belgique on va acheter ça, etc. Et c'était un peu caricatural, mais au fond, un peu, on demande de faire la même chose aujourd'hui aux établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire de se spécialiser, et de se mettre à travailler avec les voisins géographiques. Parfois, c'est pertinent, parfois, ça l'est un peu moins. En tout cas, les coûts de transaction et de coordination sont très importants. Donc, on demande aussi aux managers de ces établissements d'être capables de faire des fusions, de trouver, voilà, de raisonner, disons, sur la base d'alliances, donc des capacités de négociation plus politiques que sans doute qu'autrefois. Une réponse longue, mais pour une question qui est quand même très fondamentale. Donc, finalement, on devient des vrais chefs d'entreprise. Eh bien, c'est encore plus difficile parce qu'un chef d'entreprise, je pense qu'il a les coudées franches beaucoup plus qu'un responsable d'établissement d'enseignement supérieur. D'abord, l'horizon de temps est souvent plus court. Et puis, le chef d'entreprise, finalement, il a un objectif de rentabilité économique. Disons que les règles du jeu sont plus claires sur ses attendus. Il y a un conseil d'administration, enfin voilà, il y a un conseil d'administration, mais disons que tout est quand même basé sur la rentabilité et la poursuite d'objectifs chiffrés, économiques. Alors qu'il me semble que les contraintes qui pèsent sur un établissement d'enseignement supérieur, surtout s'il est public, font que il y a une complexité additionnelle. Il y a voilà, il y a des attentes, des tutelles qui peuvent être parfois contradictoires. Enfin voilà, c'est pas purement, c'est pas juste. En fait, il n'y a pas de logique économique. Les résultats sont pas quantifiables, et donc je dirais que c'est un peu. C'est assez différent quand même du chef d'entreprise, mais dans le sens chef d'entreprise où il y a effectivement une variété de fonctions qui sont attendues d'un responsable d'un établissement. Alors, vous l'avez dit, parmi vos multiples expériences, il y a la Chine. Le système d'enseignement supérieur chinois, j'allais dire, est en plein développement. Comment on peut le caractériser à l'heure actuelle et est-ce qu'il est une menace, entre guillemets, pour nos établissements français? Alors, donc, comme vous le savez, moi, vous m'avez effectivement, j'ai écrit cet ouvrage en 2020, il est sorti, donc qui essaye de mettre un peu une perspective historique, donner en tout cas des clés de compréhension de ce qui se passe dans le système d'enseignement supérieur chinois, un peu sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, le danger que quand on analyse et on observe et on analyse ces évolutions, c'est de nous laisser prendre par le court terme. Or, depuis 2012, la Chine connaît
un tournant autoritaire. C'est cyclique, hein. Ce parti communiste a eu des phases de plus grande ouverture et des phases de fermeture. Et il est clair que nous vivons aujourd'hui, nous observons aujourd'hui une phase de relative fermeture, en sens fermeture, non pas à l'international, mais fermeture au sens de censure, de contrôle accru, auquel a profité aussi, enfin, le Covid a permis d'infléchir davantage la censure, en tout cas sur les populations locales. Et donc, on a tendance à examiner tout ce qui sort de la Chine avec ce biais, qui est qu'en ce moment, c'est un régime autoritaire et donc il n'y a rien de bon qui peut sortir. Donc, c'est souvent, en fait, on perçoit tout ce qui vient de la Chine un peu de façon négative du fait de la caractérisation du régime actuel et du président actuel. Or, ce système, quand on le regarde un peu sur le long terme depuis, disons, depuis le début de l'ouverture, les années 80, donc la Chine, pour rappel, hein, pour ceux qui ne seraient pas familiers, a quand même connu des années très difficiles pour l'enseignement supérieur sous Mao. Et ça s'est achevé, disons, cette phase malheureuse par la révolution culturelle qui se termine en 76, par un véritable, disons, une hécatombe de tout ce qui pouvait être enseignement supérieur, ce qui veut dire que au début des années 80, on a un système qui doit repartir quasiment de zéro, non seulement parce que les établissements ont cessé leur activité pendant plusieurs années, en tout cas, elles ont ralenti fortement quand elles n'ont pas fermé complètement, mais aussi parce que toute une classe éduquée, qu'on peut appeler les élites, mais au sens très large, y compris les maîtres des écoles, enfin voilà, très très large, tout ce qui représentait en fait l'éducation au sens le savoir, avait été eh bien persécuté, condamné, isolé, mis au banc ou conduit au suicide, emprisonné, etc. Donc la révolution culturelle fait des dommages au sens où elle prive le pays de toute une classe d'âge qui pouvait ensuite transmettre ce savoir et constituer en fait la courroie de transmission pour la génération suivante. Donc, on part d'un champ de ruines dans les années 80 avec des grandes ambitions de développement économique du pays. Et donc, on assiste au cours des années 90 à toute une série de mesures pour rétablir les capacités du pays à produire des talents. Hein, c'est ce qui est nécessaire pour les ambitions de ce pays. Et donc, ça passe par une réforme de l'enseignement supérieur, donc rouvrir les universités, retrouver des enseignants, ouvrir des places supplémentaires, puisque en même temps que le développement économique se produit, des classes moyennes, même si en sociologie, après on peut contester cette définition de classe moyenne, mais disons, j'appelle là dans ce contexte classe moyenne, disons toutes les familles qui ont suffisamment d'argent de côté pour pouvoir rêver pour leurs enfants une ascension sociale qui passe par l'éducation. Donc il y a une demande d'éducation et d'enseignement supérieur croissante qui se développe très vite avec la hausse du pouvoir d'achat. Et donc, les universités doivent être en capacité donc, de s'améliorer qualitativement et de s'accroître quantitativement avec un corps enseignant qui est à inventer. Voilà. Donc, en peu de temps, ce miracle se produit. De fait, dans les années 90, cette massification que nous, dans nos pays occidentaux, nous avions connue dans les années 60 et 70, eh bien, elle s'opère dans les années 90 en Chine. Et pour accroître, disons, les capacités, disons, d'un point de vue qualitatif de ces établissements, eh bien, vous assistez à partir du milieu des années 90 à des politiques d'encouragement très fort au lien avec l'étranger. Autrement dit, la Chine assouplit énormément sa politique vis-à-vis des pays étrangers, soit parce qu'elle ferme les yeux, soit parce qu'il y a vraiment des réglementations incitatives pour apprendre très vite de l'étranger et donc sauter des étapes parce que les ambitions sont trop importantes et que la masse d'étudiants à former est trop importante. Donc vous assistez à la venue de délégations étrangères dans les années 90 et dans les années 2000 en pagaille, qui sont contents parce qu'on les accueille bien. On permet des joint ventures, on permet donc en fait, on permet à des établissements étrangers, dès lors qu'elles ont un partenaire local, de créer des établissements double bannière en Chine. Et donc, les étrangers y voient des opportunités de recruter des étudiants chinois
puisque tout le monde voit le gisement de jeunesse que représente la Chine, alors que beaucoup de pays commencent à souffrir de crise démographique. Et puis, elles y voient aussi une vitrine, tout ce que vous pouvez imaginer. Et de l'autre côté, les Chinois en profitent pour mettre en contact les équipes administratives et enseignantes, négocier des programmes de formation, en tout cas à faire un transfert de know-how dont on parle moins, puisqu'on parle beaucoup du transfert de technologies dans le nucléaire ou dans d'autres domaines qui sont considérés comme plus stratégiques, alors qu'en fait, pour les Chinois, ça, c'est aussi très stratégique. La montée en gamme, je dirais technologique, mais la montée en gamme de savoir-faire des établissements d'enseignement supérieur est centrale dans le projet de développement économique de la Chine. Et donc, pendant toutes les années 2000, on a, vous savez, il y a École centrale qui ouvre, même les établissements français ouvrent des bureaux de représentation, Sciences Po Paris, d'autres. Certains ouvrent des campus, certains font des partenariats, il y a des doubles diplômes, il y a une influence d'étudiants et de ressources qui viennent de l'Occident vers la Chine et vice-versa. La mobilité vers de la Chine vers l'étranger est encouragée. Le gouvernement, malgré son caractère autoritaire, ne ferme jamais les portes, ne retire pas les passeports aux gens, mais encourage fortement le départ. Aujourd'hui, les Chinois représentent le premier groupe d'étudiants étrangers dans le monde en nombre, mais évidemment, c'est en nombre, c'est pas en pourcentage des étudiants dans le pays, hein, mais néanmoins, ces étudiants sont fortement ensuite invités. Il y a toutes sortes d'encouragements à revenir en valorisant, non pas par la force, mais en valorisant leur expérience étrangère, le réseau qu'ils apportent, parce que ce sont aussi des instruments de ce transfert de savoir-faire de l'étranger. Donc ça, c'est jusqu'aux années 2000-2010. Et puis effectivement, Xi Jinping vient infléchir un peu cette tendance, mais les universités chinoises, elles ont déjà fait leur apparition sur la scène internationale. Je vous rappelle que le classement que nous appelons le classement de Shanghai, en fait, sort en 2003. Ce classement se présente au départ comme l'initiative d'un groupe de chercheurs de l'université de Jiaotong de Shanghai qui se limite à dire nous ne sommes que des chercheurs, nous établissons des critères alternatifs à ceux du Times Higher Education de QS, d'autres organismes anglais ou américains, parce que nous sommes intéressés par comment on évalue la qualité d'université, etc. Au début, ils ne classent pas les universités chinoises, mais très vite, ils imposent en fait des critères très quantitatifs basés sur la production de recherche et sur les prix et les médailles. Disons, ce sont des critères qui favorisent, un, des grandes universités multidisciplinaires, deux, les sciences dures, trois, des choses qu'on peut acheter avec des investissements. Ce sont des critères qui ne priment quasiment pas l'ancienneté, le prestige, la notoriété, disons, ni par exemple la liberté académique, ni l'atmosphère sur un campus, disons toutes les choses immatérielles qui peuvent faire l'attrait des universités anglaises, américaines, de la vieille Europe, etc., ne figurent pas dans les critères de Shanghai. Alors que, donc, en fait, très vite, ces critères s'imposent. Très vite, tout le monde essaye d'être bien classé à Shanghai, la France la première, et tout le monde finalement se plie aux standards qu'impose un newcomer, un nouvel entrant sur ce marché, et qui finit par renverser finalement la tendance, puisque finalement, en imposant ces standards, ce sont les universités chinoises qui sont le mieux classées aujourd'hui. Voilà, on a un phénomène quand même, une étude de cas passionnante, puisqu'on a des universités comme Tsinghua, comme l'université de Pékin, qui il y a 10 ans, il y a 15 ans, personne ne connaissait au monde, sauf les spécialistes de la Chine, les historiens de la Chine, et qui aujourd'hui font leur apparition dans le top 50 des classements internationaux. Et je ne parle pas du classement Asie ou de classement par spécialité seulement, c'est vraiment les classements, juste le classement général et non seulement celui de Shanghai, mais maintenant même dans les autres classements. Donc c'est très intéressant ce que l'on observe, c'est-à-dire à travers donc une politique très volontariste. Alors en quoi ça a consisté cette politique? Ça a consisté à faire de l'élitisme. Donc c'est un parti communiste certes qui se réclame d'une idéologie socialiste, mais qui fait un choix que j'appelle élitiste au sens où il décide très tôt, dans les années 90, de ne financer par des financements publics massifs que quelques filières, quelques disciplines, quelques universités,
dont on considère qu'elles ont le potentiel pour devenir des champions mondiaux. Donc, c'est un peu la même logique qu'on applique aujourd'hui en France avec 10 ans de décalage, mais qui est de dire on arrête le saupoudrage, on arrête le financement des lignes de crédit ouvertes pour chaque établissement. S'il y a des universités qui veulent trouver financement auprès des collectivités locales, ben, c'est leur affaire. Mais nous, on ne finance, nous, au niveau de l'État, on ne finance largement que 9, 10, 12 grands établissements et que certaines disciplines clés, que certains champs clés qui sont stratégiques pour le pays. Et donc, en fait, on les choisit par rapport à leur localisation géographique, donc côtière, dans des grandes villes, voilà, et à leur histoire, leur potentiel, le fait qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Hein, on choisit a priori, mais en pesant bien, en fait, en pondérant bien tous les ingrédients, et les résultats sont là. Et pourquoi la Chine fait ça, encore une fois? Parce que la bataille se joue, d'après les Chinois, hein, la bataille mondiale pour l'hégémonie se joue à l'innovation, à la science, à la technologie. Et donc, il y a besoin d'avoir des établissements forts pour pouvoir avoir, en fait, concurrencer les États-Unis sur leur terrain, qui est la recherche et l'innovation. Et donc, c'est complètement imbriqué. Je dirais, les réformes de l'enseignement supérieur sont complètement instrumentales par rapport à un objectif qui est quand même de leadership économique et d'innovation et industrielle. Et voilà, et tout ça fait un dessin effectivement assez cohérent, assez de long terme. Je ne dis pas que c'est parfait, ça se fait à marche forcée, ça se fait en créant des grandes inégalités. Voilà, il y a beaucoup de bémols sur lesquels on pourra revenir évidemment si vous le souhaitez. Mais je dirais que déjà en cela, c'est intéressant de regarder le cas chinois, même si on pense on peut pas imiter quoi que ce soit d'un régime autoritaire. Alors, c'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup de temps. Je suis très heureux que vous ayez fait cette perspective dans le temps, parce que souvent je compare et je dis que la Chine a la même attitude dans tous les secteurs d'activité. Et ce que vous venez de Mhm, décrire, on a exactement la même chose dans l'industrie, où il y a d'abord amené des étrangers pour du savoir-faire. À ce moment-là, on peut y aller sans aucun problème. Et puis progressivement, il y a des barrières qui sont mises en place et progressivement, il y a une expansion et on arrive à ce type de système. Malgré tout, qu'en est-il, et je crois que vous avez participé à un colloque récemment, qu'en est-il de la liberté académique dans les établissements chinois? Est-ce que c'est une notion importante ou alors est-ce qu'il faut vraiment faire allégeance au parti et on risque d'avoir le grand retour de la fonction de commissaire politique? ah ben, on risque pas, c'est déjà revenu. Moi, quand j'ai habité en Chine, disons, au début des années 2000, de 2001 à 2006, euh, il y avait une relative liberté de parole disons, la parole privée. Et même dans une classe, dès lors que ce n'était pas sur Internet ou à la télévision, il y avait un grand espace quand même de liberté de parole. Les collègues pouvaient exprimer un point de vue. Voilà. Dans les classes, dans l'enseignement, il y avait aussi une liberté de parole dès lors que c'était cadré, encadré, qu'on était bien, on savait bien de quoi on parlait. Par exemple, ça fait partie j'ai écrit tout un chapitre dans ce livre pour raconter comment, dans les enseignements de politique publique, finalement, à travers la fiction de l'étude de cas, on prend la méthode de l'étude de cas et puisqu'on parle d'une étude de cas, on fait comme si c'était de la fiction, alors qu'on parle d'un cas réel qui est à la base du cas. Et ça permettait quand même de débattre en classe entre fonctionnaires, même cadres du parti, enseignants, parce qu'on était dans une sphère académique. Tout ceci aujourd'hui est fini. Je pense que, enfin, avec l'arrivée de Xi Jinping, déjà dès 2012, mais surtout depuis 2016, il commence à être un peu, disons, quasi impossible pour les enseignants dans les universités d'avoir cette même liberté de parole. Donc, le contrôle s'est intensifié. On nous dit qu'il y a à nouveau dans certaines universités, notamment à Tsinghua, les séances d'autocritique, qui étaient donc des pratiques du maoïsme, où effectivement
on se retrouve entre collègues à revenir sur des erreurs commises, au sens on a parlé de ce qu'il fallait pas faire, de ce il ne fallait pas faire, il fallait pas dire ça, et donc on fait une espèce d'autocritique publique, oui, qui sont des choses assez inédites. Hein. Depuis les années 70, on n'entendait pas parler de ça. Donc la liberté académique, non, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté académique au sens où les enseignants sont quand même très contraints dans ce qu'ils doivent enseigner, c'est-à-dire ils savent qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Le contrôle se fait parce que dans chaque université, il y a un double management. Donc, il y a la gouvernance, disons, administrative de l'université, et il y a la politique. Donc, à côté d'un président d'université, il va y avoir le secrétaire du parti de l'université. Enfin, disons qu'il y a toujours le binôme à tous les échelons. Donc, il y a quand même un contrôle. Il peut y avoir de la délation, de la dénonciation. Donc le contrôle est quand même appliqué. Après, c'est surtout de l'autocensure, en fait. Hein. Les gens savent très bien, les professionnels de l'enseignement supérieur savent très bien ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc, la vie continue. Mais je pense que ce qui est intéressant d'observer, c'est que souvent, on pense que la liberté académique, enfin nous, on y accorde tous beaucoup d'importance. Mondialement, il y a des conventions, c'est protégé, c'est une sorte de socle de base indispensable et nécessaire pour pouvoir parler d'enseignement supérieur et de recherche. C'est même la base de l'activité de la recherche, puisqu'on ne peut pas effectivement challenger les résultats de la génération d'avant si on n'a pas la liberté de parole pour le dire. Donc, on ne voit pas comment on pourrait être un chercheur et se lancer dans une activité scientifique sans la liberté qui va avec. Et pourtant, ce qui est très intriguant et très disons, bouleversant pour nous, c'est d'observer les succès de la Chine, à la fois si on le mesure par son attractivité auprès des étudiants internationaux. Eh bien, la Chine fait fureur en ce moment. Hein. Le nombre d'étudiants étrangers qui vont étudier en Chine augmente. Alors, je ne parle pas de la pause Covid parce que c'était impossible pendant la période Covid, mais avant le Covid, même des étudiants d'Afrique francophone maintenant commencent à délaisser la France ou d'autres pays classiques, destinations classiques, pour aller étudier en Chine. En fait, les étudiants comprennent l'importance géopolitique de la Chine et vont étudier en Chine. Donc, si on le mesure à ça, la Chine est gagnante. Si on le mesure au classement, bon voilà, c'est une mesure comme une autre, la Chine est gagnante. Et si on le mesure à ses capacités aujourd'hui à produire de la recherche scientifique, eh ben, elle s'améliore d'année en année. Donc, c'est un peu, on est interrogé par ça, parce qu'on se dit comment est-ce possible que, en dépit du fait que la liberté académique n'est pas protégée, n'est pas respectée dans ce pays, elle puisse avoir des performances de ce type-là. Donc, on peut se dire que c'est une faiblesse. Moi, c'est ce que je crois, c'est que j'ai parlé d'un géant au pied d'argile. Je pense que c'est la principale faiblesse du système chinois aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle n'est pas en capacité aujourd'hui d'attirer autre chose que des Chinois qui reviennent. Si on est dans une course aux talents mondiaux, aujourd'hui, la Chine, du fait de cette absence de liberté académique, ne me semble pas en mesure d'attirer des personnes qui sont issues de systèmes où la liberté académique est protégée. Et donc, c'est une limite quand même forte que, par exemple, n'ont pas les États-Unis ou le Canada, qui ont réussi à construire leur excellence scientifique sur leur capacité à attirer les talents du monde entier. Aujourd'hui, la recherche dans de Chine, dans de Moyen-Orient, d'Inde, il y a beaucoup de... En fait, les talents américains ne sont pas américains. Vous le savez aussi bien que moi, en fait, les doctorants ne sont pas des Américains. Il n'y a quasiment pas de doctorants américains dans les programmes doctoraux américains. Donc, tout repose sur leur force d'attraction des talents du monde entier. Aujourd'hui, la Chine n'est pas du tout dans ce cas de figure. Aujourd'hui, ça repose sur tous ces Chinois qui sont allés étudier à l'étranger, qui reviennent. Mais c'est quand même un peu, on n'est pas dans la diversité, on n'est pas dans le brassage d'idées, etc. Donc ça, pour moi, c'est une faiblesse. Cela dit, compte tenu de ce qu'on observe dans beaucoup de pays du monde et des tendances non démocratiques, en tout cas, certains parlent de démocratie illibérale, peut-être qu'au contraire, on est en train de voir un basculement vers d'autres formes d'excellence scientifique qui se passerait de la liberté académique. En tout cas, c'est un sujet de réflexion qui doit nous interroger, nous interpeller en profondeur.
Merci, on arrive au terme de l'entretien. Le rituel, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui me pose donc une question. Quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Eh bien, la question que j'aimerais vous poser, Jean-François, c'est finalement pourquoi vous avez choisi de parler de Chine aujourd'hui? Pourquoi, d'après vous, la Chine nous interpelle? Bah, comment? Parce qu'elle est devenue incontournable dans le monde avec, vous l'avez fort bien dit, une stratégie de long terme, un système d'enseignement supérieur que je vois monter en puissance depuis quelques années et qui devient, on peut reprendre un mot que j'ai utilisé au départ, une menace, alors entre guillemets bien évidemment pour nous, et de se dire, bah, derrière, euh, pour, pour moi, dirigeant d'une business school française, comment je dois intégrer la Chine dans ma stratégie internationale? Je ne peux pas en faire l'impasse. Je dois former des étudiants à prendre en compte la Chine et tous ses aspects, y compris les routes de la soie, parce que quand ils seront dans des entreprises, ça sera des choses donc, qu'ils devront donc connaître. De l'autre côté, je sens un système qui devient attractif, et vous l'avez dit, hein, pour des étudiants et je veux dire, à un moment donné, ils doivent aller donc comment en Chine. Je vois également dans le domaine des business schools de plus en plus d'écoles accréditées et avec une marche forcée, puisque quand on regarde nos accréditations internationales, notamment l'accréditation européenne EQUIS, la Chine est devenue l'un des principaux pays avec des dossiers qui sont extrêmement bien faits, qui vont beaucoup plus vite que la moyenne. Voilà, donc de se dire comment nous ne pouvons pas faire l'impasse de la Chine. La question est maintenant comment l'appréhender, comment former nos étudiants, comment former également des étudiants chinois qui viennent chez nous. Alors par rapport à la liberté académique, je pense qu'également il y aura des questionnements dans le futur et de dire par rapport à certains sujets, comment on doit les traiter, comment ça va se passer en salle de classe. Voilà, donc ça fait partie, là aussi peut-être pour relier à la première question en disant le pilotage, le management des institutions, on a un certain nombre de problématiques, ça fait partie de ces problématiques. Voilà. Eh bien, nous partageons. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Ça nous fera l'occasion, je l'espère, d'avoir d'autres débats parce que c'est vrai que c'est un sujet nouveau, pas forcément considéré par tout le monde ou vu par tout le monde. Et je crois que là aussi, peut-être qu'il faudra qu'on s'y mette parce que, vous l'avez dit, c'est peut-être aussi d'autres modèles d'enseignement supérieur qui vont se développer. Merci à vous et puis à très très bientôt. Merci.